Bonjour à tous, je suis tout à fait ravie de vous voir, ma foi déjà assez nombreux. C'est un vrai plaisir de voir le public revenir dans le Louvre et dans l'auditorium du Louvre. Et puis c'est un vrai plaisir d'avoir aussi les intervenants sur scène, c'est quand même, ça change absolument tout. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler de deux expositions qui se tiennent en ce moment à Nancy, les Adam et les Clodion, et à Lunéville, la sculpture en son château. C'est un de ces exemples de belles collaborations que nous avons plaisir au département des sculptures et d'ailleurs dans les départements du Louvre en général de mener avec les musées de France, et ce qui nous permet de faire un travail de fond que nous restituons ainsi au public sous cette forme d'exposition ou d'ouvrage, de catalogue, et puis auprès de vous, sous la forme de la conférence. Alors je vais commencer par, au centre, vous présenter Guy Hemscherf, qui est conservateur général au département des sculptures, qui est certainement l'un des plus éminents spécialistes de la sculpture française du XVIIIe siècle, si ce n'est le plus éminent. Voilà, il a disparu. Donc parmi les différentes façons qu'il a d'appréhender ce sujet de la sculpture française du XVIIIe siècle, il y a un genre qui lui est particulièrement cher, c'est celui de la monographie d'artistes. Il en a de nombreuses à son actif, et donc cette fois-ci c'était le temps de ces sculpteurs lorrains, mais qui sont aussi des sculpteurs de l'Académie royale de peinture et sculpture, aussi un sujet sur lequel il travaille beaucoup. Et donc il a trouvé deux complices, responsables de collection dans les deux musées concernés. Donc à sa droite, à votre gauche, Pierre-Hippolyte Pennec, qui est entre autres choses responsable des sculptures du musée lorrain de Nancy. Et il a entrepris tout un travail de fond sur les restaurations, l'étude de cette collection dans la perspective évidemment de la future rénovation de ce musée lorrain. Donc voilà, le sujet, c'est tout à fait cohérent avec le travail de fond sur les collections, de présenter les biographies d'artistes. Et puis vous savez, quand on parle d'art, il y a les artistes, mais il y a aussi les commanditaires. Donc le deuxième volet à Lunéville, représenté ici par Thierry Franz, qui est le responsable du pôle musée du château de Lunéville, c'est les commanditaires, donc les ducs de Lorraine. Donc c'est aussi une vue sur, en quelque sorte, les images des ducs de Lorraine et leurs commandes artistiques sur plusieurs générations également, qui vont vous présenter. Je crois que je n'ai plus grand-chose d'autre à vous dire, donc je vais leur passer la parole immédiatement en les félicitant aussi parce qu'ils ont fait un magnifique travail et en vous encourageant à aller à Nancy, à Lunéville, voir ces très belles expositions. Merci beaucoup Sophie, merci à tous d'être là pour nous écouter, pour voir surtout, pour découvrir pour certains d'entre vous cette merveilleuse période au XVIIIe siècle de ces artistes pour le volet du musée des Beaux-Arts à Nancy, l'épanouissement de trois générations d'artistes nés à Nancy et qui ont pu exprimer leur talent bien au-delà de la Lorraine, comme vous allez le découvrir. Alors j'ai eu le très grand plaisir de travailler avec Pierre-Hippolyte Pennec, donc mon collègue. On a vraiment travaillé ensemble sur l'exposition, sur la scénographie, et voilà, c'est toujours une très grande joie de travailler à plusieurs, de même avec Thierry Franz pour le deuxième volet à Lunéville qui traite vraiment de la sculpture à Lunéville avec aussi de très beaux regards vers l'Allemagne. Alors donc ça va être une présentation à trois voix. Tout d'abord, je passe la parole à Pierre-Hippolyte. Merci Guilhem, bonjour à tous. Donc nous sommes très heureux de vous présenter tout d'abord l'exposition qui est au Musée des Beaux-Arts de Nancy, qui est une exposition hors les murs du musée lorrain, comme le disait Sophie Jugy. C'est une exposition historique puisqu'il s'agit de la première exposition consacrée à celle qui fut la plus grande dynastie de sculpteurs français du XVIIIe siècle, cette famille Adam. Alors seul Clodion, le dernier membre de la famille, avait fait l'objet d'une rétrospective organisée par Guilhem ici même au Louvre, il y a presque 30 ans. Et donc c'est l'occasion de découvrir le reste de cette grande dynastie qui a donc qui permet donc de voir trois générations d'artistes. Alors j'ai mis ensuite une généalogie de la famille pour que vous puissiez mieux la resituer. Donc voilà 3 générations qui vont se succéder. Vous avez tout en haut de l'arbre généalogique
généalogique Jacob Sigisbert Adam, ses 3 fils, Lambert Sigisbert, Nicolas Sébastien et François Gaspard, des prénoms typiquement lorrains, Saint Sigisbert étant le saint patron de Nancy. Et puis l'une des sœurs, Anne Adam, va épouser Thomas Michel, donnant naissance à cette 3e génération que vous découvrez, la famille Michel, les 3 petits-fils, avec Sigisbert François Michel, Pierre-Joseph Michel et donc Claude Michel, dit Claudion, qui est le plus célèbre. 3 générations qui brossent l'intégralité du XVIIIe siècle, puisqu'on part de Louis XIV avec Jacob Sigisbert Adam et on termine sous Napoléon avec Claudion. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'exposition, c'est de voir toute l'évolution du goût au XVIIIe siècle et l'évolution du style en sculpture. Alors nous partons dans cette exposition qui est en quelque sorte un voyage que nous proposons aux visiteurs, un voyage dans toute l'Europe du XVIIIe siècle. Nous partons à Nancy pour commencer avec Jacob Sigisbert Adam, qui est donc le patriarche de la famille, qui a travaillé essentiellement la terre cuite et que nous connaissons à Nancy grâce à sa maison que vous voyez ici à l'écran, qui se trouve non loin de l'hôtel de ville, qu'il a acheté en 1712 et dont il a complètement décoré la façade. C'est l'une des très rares maisons de sculpteurs européens de l'Ancien Régime qui soit aussi sculptée et qui nous a servi de base de travail en quelque sorte pour travailler sur cet artiste très complexe puisque nous avons tout un ensemble de terres cuites qui lui sont aujourd'hui attribuées mais avec des attributions un peu généreuses parfois et nous sommes donc partis de cette façade qui est la seule œuvre qu'on puisse lui attribuer avec certitude pour reprendre l'intégralité du fond de terre cuite qui est en grande partie conservé au musée Lorrain et c'est donc ce fond qui est à l'origine de cette saison consacrée à la sculpture. Alors voilà un très bel exemple de ces réalisations en terre cuite. C'est tout un ensemble de petits bustes de la famille ducale de Lorraine. Nous avons évidemment un contexte historique très particulier. À cette époque-là, la Lorraine est encore indépendante, ne fait pas partie du royaume de France, et ce jusqu'à la mort de Stanislas Lesinski en 1766. Et au tout début du XVIIIe siècle, le duc Léopold, que vous voyez ici à l'écran, un tout jeune duc, à peine âgé de 20 ans, reprend possession de ses duchés après une longue occupation militaire par les troupes de Louis XIII puis de Louis XIV. Et Jacob Sigisbert Adam va contribuer à diffuser les traits du nouveau couple souverain, le duc Léopold, que vous voyez ici, et son épouse, Élisabeth Charlotte d'Orléans, qui est la nièce de Louis XIV, la fille de Monsieur, frère du roi, et de la princesse Palatine. Et nous connaissons tout un ensemble de petits bustes, comme ceux que vous voyez ici à l'écran, qui vont être diffusés auprès des amateurs pour justement cette diffusion des traits du souverain. Alors, quelques éléments emblématiques de cette production. D'abord, des traits extrêmement réalistes. On n'idéalise pas du tout le modèle. On le voit particulièrement ici avec ces 2 bustes du jeune couple qui a des traits quasiment poupins. Et on le voit encore mieux sur cet autre buste réalisé 20 ans plus tard, où le duc Léopold est représenté avec une grande acuité de la ressemblance physique, des traits que l'on reconnaît immédiatement, avec ce prognatisme très marqué, ce menton très en avant, la lèvre inférieure également très en avant, et ce nez que l'on reconnaît immédiatement. Le but donc du sculpteur est vraiment d'identifier immédiatement le modèle, ce qui est renforcé par un certain nombre d'emblèmes sur le pied-douche et puis sur la cuirasse, le double L de Léopold que vous voyez particulièrement bien, la croix de Lorraine et le collier de la toison d'or qui vient rappeler ses liens avec la maison de Habsbourg. Nous ne connaissons qu'une seule représentation en pied des ducs de Lorraine, c'est cette statuette représentant le duc Charles V, qui est le père
de Léopold, le seul duc de Lorraine à ne jamais avoir connu ses duchés, puisqu'il a vécu en exil, particulièrement en Autriche, et il a mis son épée au service de l'empereur pour combattre les Turcs qui, à ce moment-là, viennent attaquer différents pays d'Europe de l'Est, et il s'est particulièrement illustré pendant ces batailles. C'est la raison pour laquelle il est représenté ici comme vainqueur d'un Turc. Il piétine un Ottoman que l'on reconnaît avec son turban et ses grosses moustaches assez caricaturales, dans une iconographie qui s'inspire directement de la sculpture royale française, et notamment des représentations de Louis XIV terrassant l'hérésie. Quelques rares grandes terres cuites, comme ce Saint-Joseph béni par l'enfant Jésus, qui est un dépôt au musée des Beaux-Arts, qui représente donc l'enfant bénissant son père. Il a malheureusement perdu ses mains, mais il avait ce geste très touchant de bénédiction, et assez rare dans l'iconographie religieuse de l'époque, qui est l'une des rares terres cuites de cette dimension, conservée en Lorraine pour le XVIIIe siècle, et plus largement en France, avec déjà un goût très particulier pour les plis, assez riche et très développé sur cette terre cuite. Alors après le père, les fils, et l'aîné, Lambert Sigisbert Adam, qui peut être un des plus connus de cette glorieuse maison. Et vous voyez tout de suite sur l'écran apparaître un nouveau matériau, le marbre, car en effet, Lambert Sigisbert Adam va être un des plus brillants praticiens du marbre, tout à fait virtuose, comme on va le voir. Alors autant avec Jacob Sigisbert Adam, on était un peu dans des problèmes documentaires très intéressants pour les historiens de l'art, parce que on a d'une part des documents qui sont très parcellaires, qui citent des œuvres dans les contes. Il a travaillé pour le duc de Lorraine, etc. Malheureusement, on ne peut pas à chaque fois mettre d'ailleurs pour de très rares fois en fait, mettre une œuvre par rapport à un document. Et d'autre part, il y a un très gros corpus de terre cuite au musée lorrain qui ont été magnifiquement restaurés et qui sont présentés dans toute une salle au musée des Beaux-Arts à Nancy, où on peut essayer justement de voir quelles sont les œuvres qui sont homogènes, dont le style est proche de celui qui est justement perceptible dans les reliefs de la maison que l'on vient de voir, et puis d'autres terres cuites qui s'en éloignent. Donc là, un travail tout à fait passionnant d'érudition, d'œil, de sensibilité. Autant avec Lambert Sigisbert Adam, on est là dans un terrain beaucoup plus solide d'un point de vue documentaire et du point de vue des œuvres. Le talent de Lambert Sigisbert Adam a été célébré de son vivant par de grands érudits, dont Calmet notamment, qui est un grand érudit lorrain, et puis également par des amateurs écrivains. Alors, Lambert Sigisbert Adam donc, est né à Nancy, comme tous les artistes qui vont vous être présentés aujourd'hui, mais très rapidement, il est allé à Paris pour suivre les cours de l'école du modèle à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il y est remarqué, il obtient le premier prix de sculpture et ensuite il obtient son brevet pour aller à Rome. Donc il est pensionnaire aux frais du roi à l'Académie de France à Rome. Il est à Rome en 1723. Et il va rester une dizaine d'années à Rome, un temps très long. Et son condisciple, son brillant condisciple, sera Edme Bouchardon, dont je pense que plusieurs d'entre vous ont vu l'exposition Bouchardon, qui a été présentée au Louvre il y a quelques années. Donc ici, l'exposition Adam, c'est presque un peu le pendant de l'exposition Bouchardon qui a eu lieu au Louvre, puisque les deux artistes se connaissaient et ne s'estimaient guère, et d'ailleurs leur style est complètement différent. Alors, à Rome, Lambert Sigisbert Adam va être pris dans l'émerveillement de découvrir la ville éternelle, et notamment deux éléments phares, qui est d'une part la découverte de l'Antiquité, bien sûr, avec les grands marbres antiques qui commencent à sortir de terre. Enfin, il y en avait un certain nombre déjà qui étaient visibles, notamment dans les palais, etc., et d'autres qui sortaient de terre, et l'art du Bernin.
Pour l'art antique, Lambert Gisbert-Adam va être remarqué par le cardinal Melchior de Polignac, qui était le chargé d'affaires des affaires de France auprès du Saint-Siège, donc une sorte d'ambassadeur auprès du Saint-Siège, un grand personnage qui était amateur d'antique, qui finançait des fouilles, et Lambert Gisbert-Adam va être sollicité pour restaurer et pour restituer aussi des antiques de la collection Polignac. Alors vous avez sur l'écran une œuvre qui est conservé à Berlin, parce que la collection Polignac va être acquise par Frédéric II de Prusse, et se trouve aujourd'hui aussi bien à Potsdam qu'à Berlin, donc un très beau prêt, où vous voyez tout de suite un petit peu l'ambiguïté de ce regard de Lambert Gisbert-Adam sur l'antique, ambiguïté qui est aussi celui du canal de Polignac, puisque la moitié du torse seul est antique. Le reste, c'est une restitution, c'est une invention de Lambert Gisbert-Adam, et remarquez tout de suite notamment le visage avec ses cheveux, car il y a une sorte de fixation un peu obsessionnelle de Lambert Gisbert-Adam vers tout ce qui est capillaire, les cheveux, les barbes, comme vous allez le voir. Et là, dès cette époque-là, donc dès le milieu des années 1720, il exerce son ciseau à faire une chevelure extrêmement brillante. Et l'autre pilier, c'est la découverte d'un des plus grands sculpteurs du XVIIe siècle, le Bernin, qui jouissait au XVIIIe siècle aussi d'une immense célébrité. Et Lambert Gisbert-Adam va étudier de près les œuvres du Bernin et va en quelque sorte vouloir lui succéder dans le brio étourdissant du travail du ciseau. Alors ici, vous avez une paire de Neptune de buste en marbre, de Neptune et Amphitrite, qu'il a réalisé pour le cardinal de Polignac et qui se trouve à Potsdam, dans la galerie du château de Sans Souci, qui est le château de plaisance de Frédéric II. Et en fait, c'est un prêt exceptionnel à Nancy parce que ces œuvres ne sortent jamais de cet endroit. Et comme vous le voyez, ce sont deux œuvres extrêmement brillantes qui montrent deux expressions, une expression masculine véhémente, celle de Neptune, et une expression beaucoup plus placide, idéalisée, qui est celle d'Amphitrite. Et vous voyez également combien Lambert Gisbert-Adam exerce avec talent son travail de tailleur de marbre. Il va obtenir une commande tout à fait prestigieuse à Rome, parce que donc sa célébrité grandit, une commande tout à fait prestigieuse d'un bas-relief en marbre pour la chapelle Corsini à Saint-Jean-de-Latran. Alors le pape en exercice, c'était Clément XII de la famille Corsini, qui voulait glorifier évidemment sa famille, et il a fait édifier une superbe chapelle en entrant à Saint-Jean-de-Latran, un monument de l'art du barocchetto, en fait, de l'art baroque tardif à Rome. Et cet ensemble est rempli de sculptures, de monuments, d'Italiens et également de Français. Bouchardon a été sollicité, mais finalement il n'a pas réalisé l'œuvre. Et Lambert Gisbert-Adam, juste avant de partir de Rome, a pu exécuter en marbre un bas-relief montrant un récit cher au cœur du pape Corsini, parce qu'il fallait glorifier sa famille, et il y avait un saint dans la famille Corsini. Vous savez que dans les grandes familles romaines, il fallait au moins deux éléments, deux marqueurs importants. Il fallait avoir un pape dans sa famille et un saint. Et alors la famille Corsini avait les deux. Donc un saint qui a vécu au XIVe siècle et donc un pape, Clément XII. Et donc ici, vous avez la narration au premier plan agenouillé du saint André Corsini qui s'agenouille, qui a devant lui la vision de la Vierge et d'un ange qui lui présente la mitre, les attributs épiscopaux, une dignité qu'il avait d'abord refusée mais que finalement il accepte puisque la Vierge lui-même lui dit qu'il faut qu'il accepte. Et à droite, vous avez un petit enfant, une merveilleuse petite scène naturaliste. C'est le petit enfant qui a guidé les villageois vers la cachette où, au préalable, Saint-André Corsini s'était caché parce qu'il se sentait indigne de recevoir cette dignité. Et le musée des Beaux-Arts de Nancy a la bonne fortune de conserver le modèle en terre cuite pour ce bas-relief en marbre de Saint-Jean-de-Latran qui a été restauré pour l'exposition et que vous voyez également sur l'écran.
Donc en 1732, Lambert Sigisbert Adam, qui déjà avait concouru pour le concours de la Fontaine de Trévis, comme Bouchardon, donc ces deux artistes faisaient beaucoup de bruit à Rome, et le directeur des Bâtiments du Roi commence à s'impatienter et à dire que le roi ne devait pas financer les artistes, il ne devait pas trop travailler à Rome, il devait travailler pour le roi de France. Donc et Bouchardon et Lambert Sigisbert Adam reviennent à Paris, et très rapidement, Lambert Sigisbert veut se présenter à l'Académie pour devenir sculpteur du roi, ce qui était très important, car quand on est sculpteur du roi, c'est-à-dire quand on est admis à l'Académie royale de peinture et sculpture, on peut exposer au salon, on reçoit des pensions, on reçoit un atelier et on reçoit les commandes des Bâtiments du Roi avec les merveilleux marbres fournis par la direction des Bâtiments du Roi. Donc très rapidement, Lambert Sigisbert Adam présente son morceau de réception, qui est le Neptune enjambant un triton, que vous voyez ici sur l'écran, qui est une œuvre que nous prêtons très volontiers à Nancy, mais qui est aussi très très fragile. Et c'est avec bonheur qu'on le voit à Nancy avec d'autres œuvres de Adam. Alors le sujet est tiré des Métamorphoses d'Ovide, car Jupiter ayant décidé d'un déluge, finalement demande à Neptune de calmer le jeu, de venir avec son trident pour apaiser les flots. Et on le voit ici avec Triton qui va sonner dans une conque pour justement demander aux flots de s'apaiser et de se retirer. Donc on a ici une vision extrêmement véhémente, expressive du Neptune, et vous voyez à côté sur l'écran l'œuvre d'Hubernin que très évidemment Lambert Sigisbert Adam a étudiée, qui est une œuvre plus important du point de vue taille, qui se trouve aujourd'hui à Londres, au Victoria and Albert Museum, mais qui ornait une fontaine dans la villa Montalto et qui a été gravée également au début du XVIIIe. Alors ici, Lambert Sigisbert prend d'Hubernin, notamment la façon de traiter la draperie. Vous voyez, c'est une draperie qui est voltigeante, selon le terme de l'époque, c'est-à-dire qui s'éloigne du corps, qui n'obéit pas au centre de la gravité, qui a une sorte de vie poétique par elle-même, et qui est donc la base pour un travail de marbre extrêmement brillant, parce qu'avec les creux, les volutes, permet justement d'encadrer une figure en action avec beaucoup d'éloquence. Lorsqu'il était à Rome, à la fin de son séjour, donc autour de 1730, Lambert Sigisbert a commencé de réaliser 4 bustes représentant les 4 éléments, 4 terres. Donc on sait, d'après son inventaire après décès, que ces 4 bustes en terre ont été faits à Rome, et il a même réalisé un marbre, le marbre de l'eau, que vous voyez à droite, qui est daté 1730 sur le pied-douche et qui fut exposé au salon lorsque Lambert Sigisbert Adam revint à Paris. Et ensuite, il a exécuté en marbre les trois autres bustes qui furent montrés au milieu du XVIIIe siècle dans un autre salon. Alors c'est une série tout à fait prestigieuse, c'est une des révélations de l'exposition, car elle appartient toujours dans une collection privée et elle n'a jamais été montrée au public, sauf 2 bustes dans les années 50 à Nancy. Mais je pense que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel que de voir ces 4 bustes représentés et qu'on puisse les admirer à Nancy. Alors, comme vous voyez, ce sont des œuvres très originales. Vous avez à gauche sur l'écran l'air, un jeune homme qui a les joues gonflées, comme souvent on représente Boré, qui a les joues gonflées, et il a surtout cette trouvaille plastique incroyable de l'aigle, qui est comme une étole qui se déploie sur les épaules nues du jeune homme. Donc il y a un effet de texture tout à fait extrêmement brillant avec les plumes de l'aigle. Alors dans l'iconographie de l'air, c'est l'aigle de Jupiter, qui est l'oiseau qui vole le plus haut, et qui est aussi l'attribut de Jupiter, le roi des dieux. Donc on le voit et c'est vraiment décrit dans les manuels d'iconographie. Et là, Adam l'a transposé d'une manière extrêmement originale, avec cet effet de texture entre la peau nue et les plumes de l'aigle. Et vous avez également l'eau à droite, donc cette jeune femme avec un dauphin, et la tête qui est décorée de coraux et également d'algues.
Lambert Gisbert-Adam, lorsqu'il, à Paris, va avoir des commandes prestigieuses de la direction des bâtiments du roi, et en particulier pour Madame de Pompadour. Ici, vous avez la poésie lyrique, qui est une œuvre au Louvre, qui est également présentée à Nancy, qu'on ne déplace non plus jamais, je ne le dirai jamais assez, mais que l'on peut voir à Nancy, qui a été restaurée pour l'occasion, qui représente la poésie lyrique ou la fureur poétique. Elle est aussi connue sous ce nom-là, qui est le nom de l'esquisse qui était présentée au salon. Et dont vous voyez cette jeune femme, la tête couronnée de lauriers, elle a une ceinture de lierre autour de ses reins, les lauriers s'entremêlent de manière extrêmement brillante dans les pages du livre, et à ses pieds coule la source Hippocrène qui a été créée, qui jaillit sous le sabot de Pégase, et boire de cette eau favorise l'inspiration poétique. Et cette œuvre a été commandée par Madame de Pompadour, et elle a orné une niche du vestibule du château de Bellevue, qui était, malheureusement le château a disparu aujourd'hui, mais qui était le château préféré de Madame de Pompadour et également de Louis XV. Donc c'est une œuvre qui date du milieu du siècle, et vous voyez à droite, vous avez l'ébé de Jacques Sally, qui représente davantage le goût qui était à la mode et qui était celui de Madame de Pompadour, puisqu'on sait que Madame de Pompadour est allée voir l'ébé de Sally avec transport et qu'elle le revoyait et que c'était une de ses œuvres favorites. Et là, vous voyez avec ces deux photos le problème un petit peu qui a chagriné la fin de la vie de Lambert Gisbert-Adam, étant que cet art extrêmement brillant, post-baroque, vous voyez la draperie voltigeante de la poésie lyrique qui s'envole, donc c'est un sublime morceau de pure sculpture, mais qui était plus du tout en adéquation avec le goût de son époque, le goût des amateurs, des critiques, puisque le goût prédominant, c'est le goût néo-grec, le goût justement d'une figure beaucoup plus proche du classicisme, des formes apaisées, avec une draperie proche du corps, qui obéit aux lois de la gravitation et qui mettent en valeur le corps féminin de la nudité, avec donc un apaisement des formes. Et là, Lambert Gisbert-Adam a été rattrapé par une évolution du goût qu'il n'a pas du tout suivi. Donc d'autres artistes que lui, comme Sally, comme Falconet, comme Pigalle, ont pris davantage d'importance que lui, notamment auprès de Madame de Pompadour. Et Lambert Gisbert-Adam, à la fin de sa vie, va éditer une sorte de catalogue de vente d'œuvres qui étaient dans son atelier. Alors il y a un certain nombre d'antiques, mais il y a également des œuvres de sa composition, comme les 4 bustes des 4 éléments, qui finalement n'ont pas trouvé preneur de son vivant et ont été dispersés après sa mort. Alors on va trouver ce décalage avec son frère Nicolas Sébastien Adam, ce décalage de goût. Donc Nicolas Sébastien Adam est le frère cadet de Lambert Gisbert. Il est allé à Rome comme Lambert Gisbert. Ils ont travaillé ensemble, notamment à Versailles. Ils sont l'auteur du grand groupe central ornant le bassin de Neptune, dire ce grand chef-d'œuvre, cette marque de Louis XV dans le parc de Versailles, qui est le bassin de Neptune. Donc Nicolas Sébastien a aidé son frère Lambert Gisbert, et quelquefois ils ont travaillé de concert ou en étant très proches. Et ici, vous avez sous les yeux une confrontation, là, que l'on peut vraiment voir à Nancy, entre une terre cuite qui appartient au musée Lorrain, qui a été aussi restauré, et le marbre, qui est le morceau de réception de Nicolas Sébastien, qui est conservé au Louvre. Et donc là, on a deux conceptions différentes d'un même thème. Alors le sujet, c'est Prométhée, le premier homme qui a donné le feu aux hommes et qui a été puni par Jupiter, et un aigle vient régulièrement lui transpercer, enfin, se nourrir de son foie. Donc c'est un sujet qui a été éminemment traité par la peinture, par la gravure. Donc il y avait beaucoup de sources d'inspiration pour Nicolas Sébastien Adam, et la terre cuite est
très probablement la terre cuite préparatoire lorsque Nicolas Sébastien a présenté son morceau d'agrément qui est la première marche pour devenir membre de l'Académie royale, donc à la fin des années 1730. Donc il a traité l'œuvre comme étant une ronde bosse, de telle sorte qu'il y ait une multiplicité de points de vue et qu'on puisse admirer le brio, notamment la draperie, tout à fait dans l'esprit de son frère Lambert Sigisbert. Et puis Nicolas Sébastien a vraiment tardé pour réaliser son marbre. D'ailleurs, il a été tensé par l'Académie. À un moment donné, il voulait même dire qu'il voulait le faire en bronze parce qu'il trouvait que c'était assez compliqué pour le faire en marbre. Puis finalement, c'était impossible. Et il a in fine, réalisé en marbre son morceau de réception, mais qu'il a exposé, qu'il a montré et qu'il a exposé au Salon très tard, en 1762, donc à un moment donné où le goût avait complètement changé. Et vous voyez son marbre qui est traité non pas vraiment en ronde bosse, mais plutôt comme un haut relief, avec aussi cette volonté de brio, d'exagération expressive, cette grande draperie, la torche en bas, près de la base, des éléments complètement extravertis qui n'étaient plus du tout à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, Diderot, notamment, n'a pas du tout aimé. Diderot, Mariette, donc les grands critiques qui ont accompagné le goût, ce qu'on appelait le goût néo-grec, donc ce premier néoclassicisme qui a commencé à se développer en France dans les années 1750-60 et qui trouvait que c'était une œuvre qui dérangeait le bon goût. Et puis, ici, une œuvre tout à fait intéressante, méconnue, qui appartient à Paris. C'est un des trésors des églises de Paris. Il y a beaucoup de trésors dans les églises de Paris. On voudrait qu'elles soient plus visitées. C'est une œuvre qui est conservée à Saint-Paul-Saint-Louis, donc la grande église des Jésuites, qui a également été restaurée, qui est présentée à Nancy au musée des Beaux-Arts. Et c'est un événement parce que l'œuvre a été mise en place en plâtre en 1745 et elle n'a jamais bougé de Saint-Paul-Saint-Louis depuis cette date. Et c'est une œuvre qui, comme vous le voyez, représente la religion en train d'éduquer, enfin de convaincre un jeune Indien d'épouser la foi catholique. Donc c'est une œuvre c'est une iconographie militante, c'est l'iconographie des Jésuites, bien sûr, qui trouve son origine dans la Contre-Réforme. Et Nicolas Sébastien Adam a bien sûr vu les groupes de Le Gros au Jésus à Rome. Donc c'est tout à fait intéressant et presque un petit peu curieux aujourd'hui de voir qu'au milieu du XVIIIe siècle, dans le Paris des Lumières, tel qu'on le décrit toujours, il y ait une œuvre aussi militante des Jésuites qui était mise en place. Et 20 ans après, d'ailleurs, les Jésuites vont être expulsés de France et d'Europe. Alors, j'insiste sur l'importance du prêt. C'est un grand plâtre qui, comme le disait Guilhem, n'a jamais bougé de l'église. Ça a été une opération assez tendue pour le transporter jusqu'à Nancy. Et on a la chance de découvrir l'œuvre beaucoup plus bas qu'elle n'est présentée habituellement sur son piédestal, sur un fond bleu qu'il a fait extrêmement bien ressortir. Donc on la redécouvre réellement dans l'exposition. Alors, comme le disait Guilhem, Nicolas Sébastien Adam a eu une grande carrière également. Il est souvent passé un petit peu dans l'ombre de son frère dans l'historiographie, donc nous tenions à le remettre en pleine lumière, et en particulier son chef-d'œuvre qui se trouve toujours à Nancy, c'est le mausolée de la reine Catherine Opalinska que vous voyez à l'écran, la femme du roi Stanislas Leszczynski. Lorsque la reine Catherine Opalinska est morte en 1747, Stanislas à Versailles a lancé un concours auquel ont participé la plupart des grands sculpteurs de la cour de Louis XV, et c'est Nicolas Sébastien Adam qui a été retenu pour réaliser ce superbe monument dans l'église Notre-Dame de Bon Secours, avec ce groupe central qui est absolument somptueux, représentant la reine à genoux sur ce gros coussin
qui a déposé au sol sa couronne et son sceptre, et puis cette très très belle figure d'ange, déjà en vol, qui a ce geste de lui montrer du doigt le chemin du ciel, avec cette grande dynamique ascensionnelle qui était renforcée par la pyramide initiale, puisque le monument a été repris au XIXe siècle, la pyramide qui montait jusqu'au sommet de l'arcade, et avec deux très beaux médaillons qui sont toujours d'origine, représentant la foi et la charité, qui représentent donc deux des vertus de la souveraine. Et Nicolas Sébastien Adam est donc le seul des trois frères Adam à être revenu en Lorraine pour y travailler. Alors on évoque également dans l'exposition le dernier des trois frères, François Gaspard Adam, qui lui n'a pas travaillé en France, il est parti à Rome, il a été à l'Académie de France comme son frère aîné, il a participé aux restaurations des sculptures du cardinal de Polignac, au bassin de Neptune à Versailles, et il est ensuite engagé comme premier sculpteur de Frédéric II de Prusse, ce grand amateur d'art français qui fait réaliser ce château de Sans Souci que vous voyez ici à l'écran, dont vous parlez Guilhem, puisqu'il a notamment racheté une grande partie de la collection du cardinal de Polignac. Et pour orner ce château de Sans Souci, il fait venir des sculptures françaises, notamment deux groupes spectaculaires de Lambert-Sigisbert, le frère aîné, représentant la chasse et la pêche, qui sont d'une virtuosité absolument inouïe. Imaginez la pêche avec ce grand filet tout taillé en marbre et percé de trous, qui est arrivé intact à Potsdam, et François Gaspard va être chargé d'installer ces sculptures et de compléter l'ensemble, notamment autour du grand bassin que vous voyez à l'écran, avec la réalisation d'autres grandes figures mythologiques qui ont été remplacées par des copies au XXe siècle par nos collègues allemands, et donc nous avons pu emprunter deux des originaux que vous découvrez à l'écran, Minerve et Mars, qui rappellent un épisode savoureux de la guerre de Troie, où les deux divinités s'opposent dans les deux camps, l'un soutient les Troyens et l'autre les Grecs, et là Mars est en train de s'apprêter à lancer un javelot dont vous apercevez la pointe derrière son genou sur Minerve, qui, pour se défendre, est en train de sortir, de déceler du sol une grosse borne qu'elle va lancer sur son ennemi pour le déstabiliser, avec cette pose assez étonnante des deux divinités un peu accroupies sur leurs piédestaux. Alors ces œuvres sont également intéressantes parce qu'elles montrent un autre élément précieux de cette famille Adam, c'est la collaboration entre les différentes générations. Et l'œuvre de gauche, Mars, a été inachevée par François Gaspard Adam et terminée par son neveu, le premier des trois frères Michel, que vous avez vu tout à l'heure sur la généalogie, Sigisbert François Michel, qui va partir à Potsdam et succéder à son oncle comme premier sculpteur de Frédéric II de Prusse. Donc c'est lui qui termine le Mars, c'est lui qui termine également ce très beau buste prêté par le président de la cour d'appel de Berlin. Le buste est habituellement dans son bureau, qui représente le chancelier Samuel von Kokeji, qui était le ministre de la Justice de Frédéric II, qui est donc commencé par François Gaspard et terminé par Sigisbert François Michel. Et première sculpture commandée en Prusse, à l'effigie d'un personnage qui n'est pas un souverain. Donc c'est la première mise à l'honneur d'un homme illustre commandé par Frédéric II de Prusse pour la cour de l'hôtel des collèges de Berlin. Mais très vite, le sculpteur va entretenir des relations un peu compliquées avec le roi. On a la chance de conserver leur correspondance en français et directement échanger l'un à l'autre. Il se brouille autour d'une autre sculpture que Sigisbert François Michel tarde à réaliser. Frédéric II de Prusse le traite de paresseux, de fainéant, et donc il va finalement quitter la Prusse, rentrer en France, et il va se consacrer à une production de petites terres cuites d'amateurs qui vont avoir énormément de succès auprès des collectionneurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et on voit également s'opérer dans cette dynastie toujours un changement de style. On arrive ici dans la deuxième moitié du siècle, avec à la fois le goût néo-grec qu'évoquait Guilhem, mais aussi l'apparition des sujets galants de bergers, de bergères. On le voit très bien ici avec cette petite bergère allongée du musée Cognacq-Gé, qui est directement inspirée d'une gravure de Boucher, où sur la gravure, un petit berger est en train de l'espionner avec ses jambes dévêtues pendant qu'elle fait la sieste à côté de son chien.
Il en est de même pour Pierre-Joseph Michel, le deuxième frère, qui est le moins connu des trois frères Michel. On a identifié une dizaine seulement d'œuvres dans le corpus de l'artiste, aujourd'hui identifié, qui va développer un style très particulier où il mêle le style antique et puis cette dimension galante. On le voit particulièrement bien ici avec cette jeune femme allongée, qui est tout à fait une jeune femme à l'antique, allongée sur ce gros édredon. Elle est en train de lire une lettre qui est en fait une lettre d'amour et avec ce canon emblématique de l'artiste, ces grandes femmes au canon très allongé et ses coiffures typiques avec ce bandeau sur la tête et ces chignons relevés à l'arrière du crâne. Et donc les deux frères vont à partir de ce moment-là travailler un petit peu dans le goût de leur troisième frère, Clodion, le plus célèbre de la famille, avec lequel nous allons terminer et que va vous présenter Guilhem. Oui, alors donc Clodion, c'est vraiment le petit dernier. D'ailleurs, Clodion, c'est Claude Michel, c'est le petit Claude. On devrait d'ailleurs écrire C-L-A-U-D-I-O-N, mais enfin Clodion lui-même signé avec un O. Donc c'est le petit Claude, le 10e enfant de Anne Adam et Thomas Michel, le plus célèbre bien sûr de la dynastie. Et en fait, Clodion a été célèbre très tôt. Lui aussi, il est né à Nancy, il est allé à Paris à la fin, en 1759, à la fin de la décennie 50, pour suivre les cours à l'école du modèle de l'Académie royale. Il logeait chez son oncle Lambert chez Gisbert, et après la mort de Lambert chez Gisbert, il est allé chez Pigalle. Il a obtenu le premier prix, et puis son brevet, et il arrive à Rome en 1762. Et là, il va rester, là aussi, très longtemps à Rome, à peu près une dizaine d'années, et il va être très célèbre pour ses petits sujets en terre cuite. On le sait par différents témoignages, notamment du directeur de l'Académie de France à Rome, Natoire, qu'il appréciait beaucoup et qui a même collectionné des terres cuites de Clodion. Et là, donc, il a, avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité, il a présenté avec des objets, en majorité en terre cuite, des petits sujets qui montre une antiquité galante, expressive, joyeuse, juvénile, positive, de jeunes femmes, de prêtresses, de vestales, de bacchantes, de satyres, réalisées dans un petit format, donc dans le format de terre cuite pour cabinet d'amateurs, le goût pour la terre cuite se développant en France, mais aussi en Italie à partir du milieu du XVIIIe siècle. Donc une antiquité beaucoup plus facile d'accès, notamment pour les amateurs, que les grands marbres un petit peu impressionnants qui justement sortaient des fouilles et étaient présentés aussi bien au Capitole que dans les palais de l'aristocratie. Et là, ici, vous avez une paire de vases qui n'a pas été conçu à l'origine comme une paire. Enfin, ce sont deux vases qui sont tous les deux datés de 1766 et qui vous montrent un petit peu justement le secret de cette facilité de Clodion. Vous voyez qu'il arrive à jouer sur les plans avec infiniment de brio. Il y a même des arrière-plans, c'est quasiment du dessin. C'est une sorte de gravure, de fines incisions dans le fond pour des figures secondaires et même la présentation joyeuse d'un sacrifice ou d'enfants qui présentent des colombes, etc., est fait avec un très très fin relief, de telle sorte qu'il y a tout un jeu d'épaisseur de plis qui joue avec la lumière, et ce sont des objets qu'on a vraiment envie de voir de près et de manipuler, si je puis dire. Clodion était aussi, bien sûr, un grand sculpteur en marbre, et durant son séjour à Rome, il a réalisé cette grande vestale en marbre, tout à fait exceptionnelle, de très grande qualité, pour montrer qu'il savait tailler le marbre, hein, comme un futur sculpteur du roi, qu'il allait devenir à son retour en France. C'est un chef-d'œuvre qui est à Washington, à la National Gallery, qui était auparavant en Russie et qui était vendu par les soviétiques dans les années 1930 et qui a été récupéré par les Américains.
Et à son retour à Paris, il va exposer, il va être agréé à l'Académie royale de peinture et sculpture, donc il va recevoir le titre de sculpteur du roi et la permission de montrer ses œuvres au salon. Et il va montrer à son premier salon, en 1773, une autre œuvre un petit peu étonnante. Quand on parle de Clodion, on n'a pas cette image en tête, qui est le fleuve Scamandre, implorant la miséricorde des dieux. Alors le fleuve Scamandre, c'est un fleuve qui coulait près de Troyes. Et il est horrifié lorsqu'il voit Achille en train de massacrer les Troyens et il veut engloutir Achille. Achille est aidé par ses puissants alliés, les dieux de l'Olympe, et Junon ordonne à Vulcain d'assiéger le fleuve Scamandre. Donc du coup, il n'a plus d'eau, il va mourir. Donc là, il implore, il fait retraite et il implore les dieux de le laisser en vie. Et donc Achille va continuer à guerroyer, comme vous le savez, autour de la ville de Troie. Donc ici, Clodion a voulu montrer qu'il savait représenter la grande sculpture d'histoire, la grande figure aussi, puisque c'est une sorte de figure d'académie qu'il a représentée avec beaucoup de réalisme et d'expression. Mais rapidement, il va être choyé par les amateurs parisiens, comme il avait été par les amateurs romains. Et ici, vous avez deux œuvres qui sont tout à fait merveilleuses d'esprit. Vous avez le petit monument de Ninette, qui est une des gloires du musée Lorrain, je crois, depuis toujours, où on voit le mausolée d'un petit chien avec les Atlantes qui sont des chiens. Il y a l'urne funéraire avec le drap dessus, donc le vocabulaire de la grande sculpture funéraire, mais adapté à un bibelot en terre cuite pour cabinet d'amateurs. Et à droite, dans le même esprit, le monument funéraire de Fifi, le petit serin Fifi, qui a appartenu à Bergeret, un grand amateur de Clodion, de Fragonard, etc., qui était extrêmement, qui était très proche des artistes de son temps. Et ici, donc, vous avez également ce vocabulaire funéraire qui est décrit avec beaucoup de drôlerie par Clodion, puisqu'on voit le génie de la mort. Il y a même un petit squelette dessous en train de transporter Fifi mort. Donc ça, c'est un clin d'œil, beaucoup d'esprit de Clodion, qui, sous Louis XVI, donc à partir de 1774, va travailler en collaboration avec un des grands architectes du temps, Brongniart, et ils vont réaliser tous deux, ça va être une paire sculpteur-architecte assez féconde et remarquable. Alors dans l'exposition, il y a deux hôtels que Brongniart a construits, un en entier, l'hôtel de Bourbon-Condé, l'autre uniquement une pièce. Et ici, vous avez l'hôtel de Bourbon-Condé. Alors, pour ceux qui connaissent bien le Louvre, vous reconnaissez le décor du fond de la cour Puget, bon, qui n'a pas été déménagé, bien sûr, qui est resté ici au Louvre. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que ce décor ornait donc la cour de l'hôtel, dont vous avez ici une photographie ancienne. Donc, vous avez à gauche un tympan et deux frises. En face, vous avez le même décor qui est dupliqué, qui se trouve aujourd'hui à New York, au Metropolitan Museum, mais en fait, il y a un troisième tympan qui est conservé au musée Lorrain, qui depuis toujours était en haut d'un escalier et qui a été là restauré, très brillamment restauré, et qui est présenté dans l'exposition et qui montre ce côté justement de grands sculpteurs de décors architecturaux de Clodion, avec toujours des thèmes proches de la fable, puisque vous avez deux satyrès avec leurs enfants de part et d'autre d'un œil de bœuf. Et un autre décor qui est représenté dans l'exposition, c'est celui de la salle de bain de l'hôtel de Bézinval, la salle de bain qui a été construite par Brongniart, qui existe toujours, c'est la cave de l'ambassade de Suisse actuelle, rue de Grenelle, un superbe décor appareillé. Vous avez un dessin conservé au Louvre, qui montre un dessin de Brongniart, qui montre l'installation des décors de Clodion, c'est-à-dire les deux frises, et également
des vases dans des niches et une figure de naïade allongée. Ce décor est conservé au Louvre en pierre de tonnerre dans la salle Clodion et est montré à Nancy une paire de vases extrêmement vigoureuse où on a une frise, une thiase bachique sculptée avec beaucoup de nervosité dans la pierre. Et puis, bien sûr, je termine cette évocation consacrée à Clodion par l'égyptienne Onaos, une statue du Louvre qui a été restaurée pour l'occasion, qui vous montre, c'est vraiment cette œuvre tout à fait typique de cette préemption par Clodion de la grande Antiquité, puisque derrière cette œuvre, il y a des œuvres monumentales qui proviennent de la villa d'Adrien à Tivoli, donc des œuvres romaines égyptisantes, mais que Clodion a complètement refaites selon son style et surtout à l'échelle d'une terre cuite, presque d'un bibelot, d'un objet d'amateur avec énormément de préciosité, de sophistication. Vous voyez le jeu des draperies, également la sensualité de cette jambe nue qui avance, qui ne se trouve pas sur les modèles antiques. Et donc c'est ce Clodion-là qui a toujours eu la faveur des amateurs, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Alors juste pour conclure sur les Adans, quelques vues de la scénographie de l'exposition pour vous donner envie de venir à Nancy. La scénographie est extrêmement réussie et j'insiste sur l'importance de la réunion des œuvres, puisque sur 110 œuvres présentées dans l'exposition, vous avez 100 sculptures, ce qui est quand même rarissime, les expositions de sculptures n'étant pas non plus très, très courantes. Et là, vous avez une réunion vraiment inédite du corpus de la dynastie. Et depuis quelques années, nous avons un partenariat très important avec l'autre résidence des Ducs de Lorraine, le château de Lunéville. Nous avons donc évidemment souhaité associer nos collègues pour le pendant lorrain de l'exposition que va vous présenter Thierry. Merci beaucoup Pierre-Hippolyte. Donc effectivement, je vais vous présenter une exposition qui s'est voulue en complémentarité avec cette magnifique rétrospective autour du talent des Adans. Donc une exposition vraiment inscrite dans son lieu, c'est-à-dire le château Lunéville, comme Pierre-Hippolyte l'a souligné, l'autre résidence ducale de cet état lorrain, hein, qui était bien la Lorraine au XVIIIe siècle. Donc cette exposition très en phase donc avec son lieu. Elle est présentée dans deux salles. La première étant l'antichambre des appartements, des grands appartements des Ducs de Lorraine, dévastés par un incendie, vous le savez peut-être, en 2003, au mois de janvier 2003, et nous essayons de prolonger la renaissance de ce château qui le mérite par l'intérêt de son histoire et de sa valeur aussi de foyer de création esthétique et artistique au XVIIIe siècle, au temps de sa splendeur. Voici une vue donc de ce château côté cour qui vous permet alors de deviner, parce que la sculpture y est discrète, mais comment nous avons souhaité envisager cette création autour de la sculpture comme finalement un fil directeur dans la découverte même du site. Alors la beauté de la sculpture pour elle-même, on le verra, mais aussi la découverte de ce château, puisque la sculpture est présente sur les façades, à l'intérieur des appartements et aussi dans les jardins, qu'il faut imaginer ici se prolonger à l'horizon. Alors cette résidence, qui se veut d'abord politique, hein, puisqu'on parle de Versailles lorrain, à juste titre. C'est le siège d'un pouvoir en reconquête. Pierre-Hippolyte vous a présenté tout à l'heure quelques éléments biographiques de ce duc qui va retrouver, plutôt découvrir même, ces États lorrains qui vont retrouver leur indépendance en 1698. Ce duc, c'est donc le jeune Léopold, qui évidemment va s'inspirer de la politique artistique menée par son oncle, puisqu'il a épousé la nièce de Louis XIV, Élisabeth Charlotte d'Orléans, et il va très rapidement d'ailleurs vouloir établir à Nancy une académie donc de peinture et de sculpture pour renouveler finalement ce qu'avait été la création artistique en Lorraine au début du XVIIe siècle, au temps de Georges de Latour ou encore de Bellange. Alors, on a pu acquérir d'ailleurs au musée de Lunéville il y a quelques années, en 2018, une suite de toiles allégoriques réalisées par Claude Charles, qui est le peintre officiel du début du règne de Léopold et qui proviennent probablement de cette académie nancéenne. Et vous voyez ici l'allégorie de la sculpture, alors qui nous montre tout l'appareil symbolique qui est mis en place pour louer évidemment le souverain au travers en fait de cette mobilisation des arts qu'il a lui-même souhaité. Nous voyons ici au centre la sculpture qui abandonne un temps son ouvrage. Elle est en train de tailler une figure de la gloire pour détourner son regard vers le médaillon qui est présenté par un poutot en bas à droite et qui est au profil du duc Léopold. Donc l'instigateur, l'inspirateur finalement de cette figure de la gloire, le tout sous le regard bienveillant et la présence musculeuse de cet Hercule Farnèse qui est bien entendu ici la caution finalement de l'héritage antique.
Alors l'exposition de Lunéville débute par l'image du souverain, qui est évidemment l'un des rôles fondamentaux de la sculpture dans cette politique artistique engagée par les ducs de Lorraine. Nous avons choisi comme archétype de l'image du souverain tel qu'il pouvait être proposé à la toute fin du XVIIe siècle, le buste de Louis XIV, que vous voyez à gauche, d'Antoine Coisevaux, qui est un prêt du musée des Beaux-Arts de Dijon, considéré à juste titre comme l'un des plus beaux portraits sculptés du roi de France, qui nous montre comment on a pu renouveler aussi l'image du souverain dans le portrait sculpté avec un système tout à fait simple, finalement, de ce visage détourné qui va donner du dynamisme à la composition, accentué aussi par le souffle qui anime les boucles de la perruque, mais que le souverain affronte d'un regard qui ne scie pas, un regard qui prouve donc sa détermination, sa force, et qui donc permet aussi d'être un portrait finalement de la vertu même du souverain face à l'adversité. Donc cette image symbolique qui va être offerte en référence aux créateurs réunis par le duc Léopold. Nous voyons ici à droite un buste qui est une acquisition récente d'ailleurs et un prêt du musée lorrain, un buste de Charles V, un personnage qui vous a été présenté aussi par Pierre Hippolyte, Charles V, le grand absent finalement de l'histoire lorraine, que Léopold va vouloir finalement réhabiliter. Charles V qui s'était illustré grâce à ses victoires contre les troupes ottomanes dans les années 1680, autour de Vienne notamment, et que Léopold va mobiliser finalement pour un peu récupérer la gloire de son père au travers donc de sa politique artistique. Et dans les appartements ducaux, notamment au Palais ducal de Nancy, c'est le buste de Charles V, le buste du père donc, que Léopold fait installer avec magnificence dans les pièces publiques des appartements. Et on peut supposer aujourd'hui que ce serait ce buste que vous voyez à droite, qui a été effectivement réalisé entre 1701 et 1702, peut-être par un artiste qui avait commencé une carrière parisienne et qui va œuvrer seulement 3 ans finalement en Lorraine avant de repartir pour Paris. Cet artiste est Pierre Bourdict, qui était à la fois architecte mais aussi sculpteur. On trouve d'ailleurs une très belle allégorie du Nil qui est dans ou du Tibre, dans les jardins à côté, donc aux Tuileries. Donc Pierre Bourdict qui aurait réalisé ce buste de Charles V et qui se veut finalement comme l'incarnation physique du souverain dans ces pièces où se réunissait la cour de Lorraine. Alors, la sculpture permet finalement par la 3e dimension la présence presque physique du souverain, c'est la valeur ajoutée par rapport à la peinture, et l'on va voir se décliner en Lorraine tout au long du XVIIIe siècle sur différents supports, des portraits qui vont être offerts d'ailleurs à des amateurs qui n'appartiennent pas nécessairement aux cercles les plus proches de la cour ducale. Alors, c'est le cas pour la céramique. La Lorraine est une terre de faïence en particulier, c'est aussi une terre de porcelaine, et là Pierre Hippolyte connaît bien le sujet, puisqu'il a organisé une exposition remarquable sur Paul-Louis Sifflet, sculpteur de son état, qui va fonder à Lunéville une manufacture produisant des statuettes de porcelaine ou de semi-porcelaine, qui aura d'ailleurs beaucoup de succès, et va utiliser la figure du souverain évidemment à des fins politiques. Alors nous avons présenté ici et dans l'exposition un buste de Louis XV qui fonctionne en pendant avec son épouse Marie Lesinska. Alors, évidemment, on a été très honnête dans le parcours de l'expo lunévilloise. On a longtemps attribué ces 2 bustes à la manufacture de faïence de Lunéville. En réalité, des analyses chimiques, archéométriques précisément, sont tombées début septembre. Il s'avère que ces bustes sont en fait une production de la manufacture de faïence fine parisienne du Pont-aux-Choux. Donc c'est un élément important pour le progrès de la recherche qui était très active pour ces expositions, de pouvoir aussi clarifier finalement les attributions. Nous avons finalement fait feu de tout bois, si on peut me permettre l'expression à Lunéville. On a utilisé pour les analyses archéométriques les tessons d'une paire de ces bustes en faïence fine qui avaient été détruites dans l'incendie du château et du musée de Lunéville en 2003. Donc c'est aussi grâce à cet incendie que nous avons pu faire un pas important, je pense, dans la connaissance de cette production donc statuaire, mais dans un matériau qui n'est pas d'ordinaire celui de la grande sculpture. Alors un autre support utilisé par les sculpteurs lorrains en particulier dans la première moitié du XVIIIe siècle, c'est le bois dit de Sainte-Lucie, qui est en fait un cerisier sauvage, une sorte de merisier, un bois rouge aux veines très denses qui permet une sculpture assez proche finalement du travail de l'orfèvrerie et qui va permettre alors de créer des objets décoratifs, des nécessaires de toilette, mais aussi des bustes ou des profils. Les profils sont d'ailleurs les plus fréquents. Vous en voyez un exemple à droite avec les 2 portraits affrontés du couple ducal du début du XVIIIe siècle, à gauche le duc Léopold et en face son épouse. Et là je reviens sur ce que Pierre Hippolyte vous a dit quant aux représentations sculptées en terre cuite cette fois de Jacob Sigisbert Adam du couple ducal. On voit bien qu'on n'épargne rien aux jeunes couples, notamment le prognatisme qui curieusement d'ailleurs apparaît aussi bien chez monsieur que chez madame, un trait commun. Mais cette idée
presque caricaturale finalement de ce profil, elle a au moins le mérite de bien ancrer dans les rétines, j'allais dire, l'image même du souverain et d'assurer finalement la diffusion, en plus évidemment de la production métallique de médailles par exemple, la diffusion d'un pouvoir qui est toujours en reconquête dans cette Lorraine du XVIIIe siècle. Et ce, même au travers de couches de la société, de strates finalement un peu intermédiaires. Alors je vous le disais, avec la vue des cours du château de Lunéville, la sculpture va investir cette architecture savante, mais dans sa simplicité, qui est celle de Germain Boffrand. Germain Boffrand qui va s'installer définitivement comme premier architecte du duc de Lorraine Léopold en 1711. Il a eu avec lui de premiers contacts à partir de 1709. Lunéville va être le seul chantier qui va être mené à son terme, des différents chantiers d'ailleurs dont Léopold rêvait et qu'il avait souhaité confier à Germain Boffrand. Donc Boffrand qui est, à n'en pas douter, le meilleur élève de Jules Ardois-Mansart. Et donc à Lunéville, où l'histoire du château a été complexe, puisque le chantier est mené sur une vingtaine d'années, il va être marqué par des incendies, déjà au XVIIIe siècle, notamment en 1719. Et c'est ce qui va donner lieu en fait à une grande campagne de reconstruction qui nous vaut le château que nous connaissons aujourd'hui et qui nous vaut également ce tableau, là encore une acquisition récente du musée de Lunéville en 2015, qui nous montre un mariage d'un cousin du duc de Lorraine dans la cour du château de Lunéville, tel qu'il se termine en 1721. Alors, il est tout à fait intéressant ce tableau, malgré une approche discutable de la perspective et des proportions, de Claude Jacquard, qui a été l'élève de Jean-Baptiste Martin des Batailles d'ailleurs. Il est assez fidèle dans le rendu justement des détails de l'architecture et de la sculpture. Vous voyez notamment à droite un très beau morceau qui avait occupé assez longtemps celui qui a été sans doute le meilleur des sculpteurs actifs sous le règne de Léopold en Lorraine, c'est François Dumont. François Dumont donc, qui a réalisé ce motif où l'on voit finalement une allégorie politique avec deux esclaves de captifs turcs ployant sous les trophées de guerre qui rappellent en fait les victoires du père de Léopold, le duc Charles V, contre les troupes ottomanes. Alors cet élément architectural a disparu. Nous avons souhaité évidemment révéler au public de Lunéville tout le talent de François Dumont, un artiste marquant du début du XVIIIe siècle. Il est né à Paris en 1688. Il va très rapidement d'ailleurs faire ses preuves et démontrer un talent donc précoce. Il reçoit le premier prix de l'Académie en 1709 et il propose son morceau de réception en 1712, en septembre 1712, et c'est ce marbre magnifique que vous avez sous les yeux, qui nous est généreusement prêté par le département des sculptures du musée du Louvre, ce titan foudroyé qui, là encore, est en fait une démonstration de maestria dans le traitement du marbre, entre le poli assez subtil, évidemment, de la chair du titan qui se couche sous la foudre de Jupiter sur les rochers, la différence également avec le traitement plus rugueux, évidemment, du rocher, et puis une composition surtout dynamique, avec cette grande oblique, magistralement composée, et puis même une tête d'expression dans ce cri de douleur que pousse le titan, donc qui gît au sol. Alors nous avons la chance de pouvoir réunir à Lunéville, je crois pour la première fois, le morceau de réception et une œuvre antérieure de 2 ans, ce qui prouve que Dumont avait déjà un renom et une belle clientèle parmi les amateurs parisiens, avec ce superbe bronze qui nous est prêté par la reine Elisabeth II, d'ailleurs, qui provient du château de Windsor, et qui nous montre là encore un épisode mythologique, c'est de nouveau Prométhée qui voit son flanc déchiré par l'aigle pour appliquer finalement la vengeance de Jupiter, mais c'est un prétexte là encore assez corps tout en tension au traitement de l'anatomie masculine, une composition dynamique, par évidemment l'importance donnée à cette grande oblique qui construit l'ensemble, mais en même temps une vision toujours frontale, on voit une forme de tempérance finalement dans la composition, d'équilibre en tout cas dans cet art de François Dumont. On est encore loin de la magnifique spirale ascendante qui nous a été montrée notamment chez Nicolas Sébastien Adam dans cette terre cuite qui reprenait le même thème de Prométhée enchaîné. Alors François Dumont, son séjour à Lunéville est bien connu. Il faut savoir qu'en général, les contes des ducs de Lorraine sur le premier tiers du XVIIIe siècle ont été plutôt bien conservés et c'est une ressource fondamentale, notamment pour moi qui termine ma thèse sur les résidences ducales de Lorraine au début du XVIIIe siècle. Et nous avons également donc en complément la correspondance de François Dumont qui a raconté par le détail sa vie finalement à la cour de Léopold. Il arrive à Nancy où il ne restera que quelques jours pour s'installer définitivement
définitivement à Lunéville, enfin définitivement seulement pour 8 mois, entre la fin du mois d'avril 1721 et le début du mois de décembre 1721, ce qui lui donne malgré tout l'occasion d'être nommé premier sculpteur du duc de Lorraine et de réaliser donc des travaux très divers, notamment les somptueux mascarons qui ornent les arcades du corps central du château Lunéville. Et vous avez un exemple ici, côté jardin, de l'un de ces 24 visages de dryades, de nymphes, de satyres ou de dieux fleuves. Donc vous voyez ici un satyre qui est sans doute le plus beau, réalisé par François Dumont. Il me rappelle d'ailleurs, on parlait des critiques tout à l'heure, et notamment de Mariette, et Mariette disait de Dumont qu'il mettait de l'âme et de l'esprit dans ses ouvrages, et c'est vrai que le sourire assez espiègle qui interpelle presque le visiteur de Lunéville démontre bien le talent qui a été celui de François Dumont, y compris dans ses productions lorraines. Alors le travail de recherche de l'exposition a permis aussi de rendre à François Dumont au moins le modèle de cette figure d'Hercule, vainqueur de l'hydre de Lerne, une statue donc qui se trouve à Lunéville côté jardin, qu'on a longtemps attribuée à Nicolas Renard, artiste lorrain dont malheureusement nous subsiste assez peu de choses, sauf le mausolée de la famille d'Harcourt qui est tout près d'ici dans l'église Saint-Roch à Paris. Donc cette figure d'Hercule qui reprend voilà, des idées assez en vogue autour de Guillaume Coustou notamment, dont François Dumont était assez proche. C'était l'un de ses amis apparemment. Et donc là encore un progrès de la recherche important pour valoriser ce patrimoine qui subsiste en place à Lunéville côté jardin. Alors ces jardins des résidences ducales qui vont d'ailleurs être pour le dernier des ducs de Lorraine le champ offert et le plus fertile finalement à un tempérament d'artiste qui était celui de Stanislas Lesinski, ancien roi de Pologne, détrôné, qui a le bonheur de marier sa fille Marie en 1725 à Louis XV et qu'on va installer de force grâce à grâce à l'appui évidemment de la politique diplomatique française sur le trône qui était resté vacant donc en Lorraine. Donc une politique artistique menée par Stanislas qui va être absolument étourdissante d'ailleurs, d'inventivité, également au niveau politique, puisque c'est à Stanislas qu'on doit la place aujourd'hui du même nom, qui était la place royale où on va glorifier la figure de Louis XV. Et donc pour en revenir à ses résidences, Stanislas va surtout orner les jardins et il va construire des pavillons absolument exubérants qui n'avaient pas d'équivalence dans l'histoire de l'architecture. Il va orner Lunéville bien entendu, mais il va orner aussi Commercy, qui était sa résidence des bords de la Meuse, une résidence estivale, donc pour la belle saison. Et il va construire au bout d'un grand canal qu'il fait creuser à partir de 1745 le pavillon que vous voyez ici sous la forme de ce dessin, pavillon qui malheureusement n'existe plus, qui a comme l'essentiel de ses créations, et même souvent en matériaux légers, les pavillons de jardin de Stanislas ont été détruits dès sa mort en 1766. Donc c'est le cas pour ce pavillon qu'on appelait le pavillon d'eau, tout simplement parce qu'il était animé au niveau de son corps central de cascades, mais surtout de colonnes dont le fût n'était pas de pierre, mais d'un fin treillage métallique sur lequel l'eau ruisselait en continu. Donc c'était une idée totalement extravagante, assez caractéristique de Stanislas, presque surréaliste. Et en plus de tout ça, l'architecture venait couronner réellement d'ailleurs le bâtiment, servant d'acrotère sur ses toits plats. Et nous avons pu identifier aujourd'hui à Montréal, au Centre mondial du commerce, cette figure d'allégorie de rivière qui provient vraisemblablement de la balustrade du pavillon royal ou château d'eau de Commercy. Donc une figure à l'anguille, où on reconnaît d'ailleurs bien la main, le ciseau de celui qui a été l'élève de François Dumont et qui va être le grand maître de l'école de sculpture lorraine au milieu du XVIIIe siècle, c'est Barthélemy Guibal. Guibal donc qui s'installe à Lunéville en 1721 à la suite de Dumont et qui va mener une brillante carrière officielle et en particulier sous le règne de Stanislas. Alors on remarque surtout de Guibal la manière assez typique de ce regard mélancolique aux paupières un peu lourdes, au volume du visage assez affirmé et au traitement de la chevelure là encore assez volumineux qu'on retrouve notamment sur les figures allégoriques de la place Stanislas à Nancy. Alors je vous le disais, la thématique de la sculpture nous a servi à vraiment revisiter finalement ce château de Lunéville, à l'offrir aussi à la visite au public qui vient voir l'exposition elle-même, mais aussi le site, et notamment les appartements des ducs de Lorraine, qui sont évidemment le cœur patrimonial du château de Lunéville, qui ont malheureusement subi l'incendie de 2003, mais où survit finalement l'essentiel des décors réalisés à l'époque de Léopold, dans les années 1720, d'après des dessins de Germain Boffrand. Nous voyons ici d'ailleurs un très beau
beau morceau de sculpture réalisé là encore par François Dumont. François Dumont qui a aussi supervisé en 1721 les travaux de décoration intérieure. Vous voyez ici le dessus de porte, l'un des 4 dessus de porte du grand salon, pièce de réception officielle. Alors vous voyez la composition légèrement asymétrique, toujours cette idée du mouvement qui est chère à François Dumont. Donc dans une composition qui met à l'honneur, là encore, évidemment l'héraldique du duc Léopold et de son épouse Élisabeth Charlotte d'Orléans, sur fond de trophées de guerre où l'on devine des sabres courbes ou des turbans évoquant les succès sur les troupes ottomanes. Alors nous avons vraiment tenu à mettre en avant la sculpture décorative pour bien expliquer au public que le mobilier, notamment le mobilier de menuiserie, ne naît pas finalement dans l'atelier du menuisier qui n'en construit que la structure même. C'est le sculpteur qui va donner tout l'intérêt à ces meubles qui ont un rôle à jouer important dans l'affirmation de l'apparat dans les pièces de représentation des cours européennes d'ailleurs au XVIIIe siècle. C'est le cas évidemment en Lorraine quand Germain Boffrand donne les dessins des meubles les plus somptueux qu'il fait réaliser pour les plus importants dans des ateliers parisiens. Et ce sont souvent des sculpteurs endomanistes parisiens, parmi les meilleurs d'ailleurs, comme Michel de Lange, qui travaillait pour les plus beaux décors des hôtels particuliers dans les années 1710-1720. Donc on ne peut pas attribuer cette table console à Michel de Lange, mais c'est malgré tout un travail parisien qui a été récemment identifié dans la collection du célèbre Jacques Garcia au château du Champ de Bataille. Cette table console qui provient de sources sûres, parce que c'est souvent là un exercice assez complexe de garantir l'origine exacte des meubles des collections ducales. On sait que cette table appartenait à un ensemble de 4 qui est inventorié à Lunéville en 1732. Et j'ai eu la chance effectivement d'étudier un inventaire, ce qui est assez rare dans ce contexte des études sur le château de Lunéville. Alors on y voit l'affirmation des lignes du meuble, des détails aussi de sculptures très importants comme le pied naturaliste, le pied de biche qui forme le piétement à la base des supports de ce meuble, assez caractéristique du goût que Boffrand avait pour la sculpture parce que lui-même était fils d'architecte et sculpteur et il a été formé à la sculpture, il ne faut pas l'oublier, dans l'atelier de François Girardon en même temps qu'il suivait les leçons de Jules Ardouin-Mansart. Donc peut-on imaginer à l'époque meilleure école. Alors un petit détour par les objets d'art, parce que c'est aussi le souhait que nous avons concrétisé dans cette exposition avec l'une des acquisitions qui est en cours, que nous finalisons actuellement, d'un objet qui est certes issu d'un atelier de bronzier, donc il y a un fondeur, mais avant tout ça, il a existé un modèle qui a été réalisé par un sculpteur, de ce miroir de toilette qui a été utilisé tous les matins par la duchesse Élisabeth Charlotte lors d'une cérémonie structurante même pour la vie de cour ducale, qui était sa toilette publique devant les courtisans, puisque la souveraine, à Lunéville comme à Versailles, se devait de faire une partie de sa toilette devant les hommes et les femmes qui constituaient la cour de Lorraine. Donc un objet éminemment symbolique pour la refondation du futur musée de Lunéville. Alors nous invitons le public, après avoir vu l'exposition elle-même, à entrer dans les appartements des ducs. Et nous avons d'ailleurs redécouvert, après quelques travaux de restauration, ce qui subsiste malgré l'incendie de 2003 de la première pièce de l'appartement de la duchesse Élisabeth Charlotte, justement là où était utilisé tous les matins le miroir que nous venons de voir, cette antichambre de la toilette qui décline un décor réalisé à plusieurs mains évidemment, des dessins donnés par Germain Boffrand, des sculpteurs que l'on connaît parce que tout ça est bien documenté, qui ont travaillé d'ailleurs sous la direction de François Dumont, d'où la qualité effective de ces reliefs faits d'arabesques et de scènes évoquant le thème de la chasse. Alors pour rester dans les arts du décor et marquer encore un peu plus cet ancrage local, on ne pouvait pas faire abstraction d'une thématique chère à Lunéville qui est la faïence, puisque une manufacture importante de faïence a été fondée à la fin de l'année 1730 et qu'elle va bénéficier de la protection du pouvoir, déjà par Élisabeth Charlotte d'Orléans, un peu comme son père, monsieur, l'avait fait pour la manufacture de Saint-Cloud, et puis ensuite par Stanislas, qui va se prendre de passion finalement pour les créations de la manufacture fondée par Jacques Chambrette. Et parmi les plus belles pièces, en tout cas des tours de force techniques. Alors esthétique, évidemment, le jugement est différent, je le laisse à votre libre arbitre. La manufacture, au moment où Stanislas orne finalement ses jardins de fabriques extraordinaires, se sent presque pousser des ailes et va se lancer dans des productions très complexes,
sans doute destiné d'ailleurs à des commandes de la grande aristocratie lorraine. Alors on a ici un exemple de belle statuaire en céramique avec une série de bustes. On en connaît aujourd'hui une petite douzaine. Lunéville a pu en acquérir quelques-uns, notamment celui-ci en 2012, qui nous montre comment Lunéville s'est positionné par rapport à d'autres manufactures de faïence. Et je pense notamment aux ateliers de Rouen qui proposaient des déclinaisons céramiques de bustes, mais dans une approche beaucoup plus classique, j'allais dire, des figures avec un léger sourire, là où Lunéville va aller un peu plus loin dans une recherche d'expression du visage, avec voilà, le traitement du regard un peu particulier, le jeu des mèches dans la chevelure de cet homme à l'antique, et puis la bouche toujours entrouverte, qui est caractéristique de cette petite période, d'une dizaine d'années, où Lunéville a produit donc ces bustes, qui pouvaient d'ailleurs orner les jardins. Alors il fallait évidemment les rentrer avec les plantes précieuses et fragiles pendant l'hiver, mais ces bustes donnaient une touche de polychromie, encore de richesse dans ces jardins déjà assez exceptionnel. Alors on progresse encore un peu dans la fantaisie avec une sculpture ornementale et qui s'affirme véritablement comme une sculpture. Alors c'est un vase mais qui n'a jamais contenu de fleurs. La partie supérieure qui est aujourd'hui manquante devait contenir une sorte de flamme pour évoquer les pots à feu qu'on trouve régulièrement dans l'architecture classique et notamment en Lorraine, par exemple sur les façades de la place Stanislas, où l'on voit donc un discret décor rocaille asymétrique qui correspond vraiment au style soutenu par Stanislas. Et puis là on touche quasiment l'unicum avec ce traitement du faux marbre presque psychédélique dans ses couleurs et ses formes, qui est une œuvre d'un céramiste qu'on a repéré dans les contes, Nicolas Pioche, qui est l'un des meilleurs de la manufacture de Lunéville. Alors restons dans les jardins pour aborder la dernière thématique de l'exposition, celle qui nous a appris peut-être le plus finalement sur la pensée même de Stanislas. Stanislas va compléter l'ornement des jardins qui avait été déjà commencé par Léopold. On l'a vu avec la figure d'Hercule demandée à François Dumont. On va arriver à un total d'une 40aine de statues dans les jardins de Lunéville. Malheureusement aujourd'hui, il n'en subsiste plus que 5 du XVIIIe siècle. Beaucoup donc ont disparu, et notamment à la mort de Stanislas, où l'on va vendre le mobilier du château, les collections, mais aussi les groupes en plomb qui avaient été commandé à Barthélemy Guibal pour orner les bassins de la perspective centrale de Lunéville. Alors ces groupes n'ont pas été perdus pour tout le monde, puisqu'en 1766, un autre prince européen est en train de faire aménager ses jardins. C'est l'électeur palatin Karl Theodor à Schwetzingen, sa résidence d'été au sud d'Heidelberg. Il s'avère que Karl Theodor a embauché un architecte lunévillois, Nicolas de Pingage, qui alerte donc sur les bonnes affaires qu'il faut s'empresser de faire en rachetant les groupes réalisés par Guibal pour les bassins de Lunéville, et qui se trouve donc depuis cette date dans les jardins de Schwetzingen. Alors on voit aujourd'hui réinstaller à Schwetzingen les 5 groupes qui composent le bassin d'Arion. Alors une thématique tout à fait intéressante, donc qui était d'ailleurs installée sous cette forme dans le grand bassin qui termine les parterres, la perspective des parterres de Lunéville. Et une thématique tout à fait intéressante, évidemment on évoquait dans les jardins de Lunéville les thèmes des saisons, des éléments. La figure d'Apollon y était également déclinée, mais vous le voyez notamment avec cette figure du grand bassin, elle n'a plus le même rôle qu'à Versailles. Et c'est en ça que la sculpture nous permet aussi de réinterroger finalement le modèle versaillais, et qu'on croit toujours s'imposer de façon unilatérale finalement et prégnante. Stanislas est un homme de son temps, du XVIIIe siècle, il a écrit lui-même, c'était vraiment un prince éclairé, un philosophe, et il ne va pas accepter l'idée du dieu Apollon tel qu'on la voit dans les jardins de Louis XIV, ce reflet finalement du pouvoir absolu de ce dieu qui, dans ce bassin central des jardins de Versailles, organise finalement toute la cosmogonie de la statuaire versaillaise. On va écarter la figure d'Apollon en bordure d'un bassin qui va être tout entier dédié à un artiste. Cet artiste, c'est celui que vous voyez sur donc, le groupe central, c'est le poète grec Arion, qui avait fait fortune à l'étranger, revient en Grèce continentale, mais se vante un peu trop de ses de ses richesses, et les marins du bateau vont vouloir le jeter à la mer. Il a, heureusement pour lui, le temps de prendre sa lyre et d'entonner un dernier chant en l'honneur d'Apollon, un chant qui charme le dieu, qui donc va envoyer un dauphin qui sauve l'artiste de la noyade. Et c'est une image tout à fait symbolique et forte pour nous, parce qu'elle nous permet de mieux comprendre ce que Stanislas avait voulu nous dire dans ses jardins de Lunéville. C'est vraiment l'idée d'un salut par l'art, et c'est totalement ce qu'incarne finalement ce grand bassin d'Arion. Il faut imaginer qu'au-delà du bassin d'Arion, Stanislas avait fait construire l'un des pavillons les plus extraordinaires
lui aussi totalement disparu, qui était le pavillon de Chanteheux, qui terminait la perspective des jardins de Lunéville, et qui était le temple des arts, tel qu'on l'appelait à l'époque, là où Stanislas s'adonnait à la peinture et à la sculpture. Et donc c'est finalement ce message que Stanislas veut faire passer, de l'idée d'un salut qui n'est effectif que par l'art. Dernière image pour clore ce propos, c'est la figure du dieu Apollon qui devait à l'origine être autour du grand bassin de Lunéville en même temps que la figure d'Arion. Ces figures d'ailleurs qui ont été restaurées pour l'exposition, elles ont été nettoyées, elles ne l'ont pas été depuis plus de 30 ans. Vous voyez au fond donc le château de Lunéville qui poursuit sa restauration mais dans les intérieurs, et on espère qu'elle va d'ailleurs s'accélérer un peu. Une image aussi de renouveau et une note d'espoir en matière de sculpture, c'est que dans 15 jours va commencer la numérisation des groupes que je vous ai présentés dans les jardins de Schwetzingen, ces groupes en plomb notamment du Grand Bassin, pour que dans quelques années, on l'espère rapidement, des copies puissent être mises en place dans les bassins de Lunéville, en même temps d'ailleurs que nous allons réaliser des copies de ces statues en pierre dues à Barthélemy Guibal, pour qu'elles puissent être mises à l'abri et enrichir le parcours de visite qui sera proposé aux visiteurs. Merci Thierry. Alors nous espérons que ces deux présentations vous auront donné envie de venir en Lorraine pour découvrir ces deux expositions qui ont toutes deux été labellisées expositions d'intérêt national par le ministère de la Culture et qui s'inscrivent, je le rappelle, plus largement dans toute une saison consacrée à la sculpture lorraine du XVIIIe siècle. Donc si vous venez à Nancy et à Lunéville, vous pourrez voir les deux expositions, mais aussi découvrir les deux cités ducales. Nous avons mis à disposition des visiteurs un petit livret de visite qui vous amène à découvrir tout ce qu'il y a d'intéressant dans les deux villes en termes de sculpture 18e. Donc à Nancy, vous pourrez notamment aller voir la Maison des Adams, Notre-Dame de Bonsecours, à Lunéville, la magnifique église Saint-Jacques, avec son orgue assez extraordinaire. Donc ce livret de visite, et puis vous avez toute une programmation qui est proposée à la fois pour les deux expositions et puis plus largement avec des conférences. Donc vous pourrez retrouver tout cela sur les sites internet du Musée des Beaux-Arts et du Château de Lunéville. Et puis nous avons publié deux très beaux catalogues qui accompagnent chacune des deux expositions et un numéro spécial des dossiers de l'art qui traite plus largement de la sculpture lorraine au XVIIIe siècle. Voilà, donc nous vous donnons donc tous rendez-vous en Lorraine jusqu'au 9 janvier qui est la date de clôture des deux expositions et nous vous remercions pour votre attention.